Le 20 juin 2012. Une clé en fer forgé reposait sur la poussière d'un linceul. 28 ans de silence étaient sur le point de se briser. Dans le cimetière municipal de Verdoux-sur-Ciel, l'air était lourd, immobile, chargé de la chaleur d'un été précoce, et de l'odeur de la terre fraîchement retournée. Pour Daniel Lefebvre, le gardien des lieux, ce N, était qu'une autre journée de travail, une exhumation de routine ordonnée par la mairie, pour libérer une ancienne concession. Le bruit métallique de sa pelle frappant une pierre, était la seule interruption dans le calme pesant des allées bordées de cyprès. Chaque geste était mesuré, une chorégraphie apprise et répétée 1000 fois, un rituel qui le protégeait des fantômes qui hantaient cet endroit, et surtout, du sien. Le cercueil, une simple boîte en chêne clair, fut tissé hors de la fosse avec une lenteur respectueuse. Il appartenait à un homme mort quelques mois plus tôt, un certain Joseph Morin, dont la famille avait demandé le transfert vers un caveau familial dans une autre région. Une formalité administrative, rien de plus. Daniel supervisait l'opération, le regard vide, son esprit déjà tourné vers les registres à mettre à jour. Il connaissait chaque parcelle de ce cimetière, chaque nom gravé dans la pierre, chaque histoire tue. Ce lieu était à la fois sa prison et son sanctuaire depuis qu'il avait repris le poste de son père, Élie Lefebvre, disparu lors de la grande tempête de novembre 1984. Une nuit de fureur qui avait emporté un homme, et laissé un mystère insoluble. Les ouvriers municipaux s'apprêtaient à sceller le cercueil pour le transport lorsque la nièce du défunt, une femme nerveuse au visage pâle, fit une demande inhabituelle. Elle voulait s'assurer qu'un médaillon avait bien été placé avec son oncle. Un dernier adieu, une dernière vérification. Daniel acquiesça avec une lassitude professionnelle, faisant signe aux hommes de soulever le lourd couvercle. Un grincement lugubre déchira le silence. L'intérieur était simple, dépouillé. Le corps de Joseph Morin reposait paisiblement. Mais sur sa poitrine, posé sur le tissu blanc de sa chemise, se trouvait un objet qui n'avait rien à faire là. Un objet sombre, anachronique, qui semblait vibrer d'une énergie ancienne et déplacée. Ce N n'était pas un médaillon. C était une vieille clé, grande, massive, en fer forgé noirci par le temps. Sa forme était reconnaissable entre toutes pour Daniel. K était la clé de la chapelle désaffectée au fond du cimetière. Un bâtiment que personne n'ouvrait plus depuis des décennies. Son cœur se serra dans sa poitrine. Comment cet objet, un vestige du passé du cimetière, avait-il pu se retrouver dans le cercueil d'un homme récemment inhumé? Un frisson glacial parcourut son échine malgré la chaleur écrasante. Les voix autour de lui s'estompèrent, devenant un bourdonnement lointain. Son regard était fixé sur ce morceau de métal, une relique d'un autre temps qui venait de faire irruption dans le présent avec la force d'une effraction. Puis, il vit le détail qui fit basculer le monde. Noué autour de l'anneau de la clé, il y avait un petit morceau de ruban. Un ruban de couleur jaune, délavé par l'humidité mais encore identifiable. Un code secret. Un signal silencieux que seul lui pouvait comprendre. Ce ruban jaune, C, était la signature de son père. Élie Lefebvre l'utilisait pour marquer les tombes qui nécessitaient une réparation urgente, une fleur à replanter, une plaque à nettoyer. C était leur langage, un héritage silencieux transmis d'un gardien à son fils. Voir ce ruban, dans cet endroit, à ce moment précis, était comme recevoir un message d'outre-tombe, une lettre postée 28 ans plus tôt, et qui venait enfin de trouver son destinataire. Soudain, elle, été 2012 s'effaça. Daniel N était plus un homme de 40 ans mais un garçon de 12. Il était de retour en novembre 1984. Le vent hurlait à travers les cyprès, pliant les arbres comme de frêles allumettes. La pluie tombait en rideaux si denses qu'elle effaçait le monde. Il se revoyait à la fenêtre de sa chambre, regardant la silhouette de son père S, éloigné sous la tempête, sa lanterne se balançant comme une étoile fragile dans la nuit déchaînée. Élie partait faire une dernière ronde, vérifier que les tombes les plus anciennes tenaient bon face à la colère du ciel. Il N était jamais revenu. L'enquête avait conclu à un accident, une crue soudaine l'ayant emporté. Une explication simple, propre, qui n'avait jamais réussi à combler le vide. La main de Daniel tremblait légèrement lorsqu'il se pencha pour prendre la clé. Le métal était froid, d'une froideur anormale, comme s'il avait conservé la température de la terre. Elle était lourde dans sa paume, un poids physique qui était le reflet du fardeau qu'il portait depuis son adolescence. Les questions qu'il avait enfouies sous des années de routine et de résignation remontèrent à la surface avec une violence inouïe. Pourquoi cette clé? Pourquoi maintenant? Et qui était vraiment Joseph Morin? Cet homme qui, dans son dernier sommeil, était devenu le messager d'un fantôme. Ce N était plus une simple exhumation, C
était une exhumation de la vérité, une profanation du passé soigneusement scellée par le village. Il referma les doigts sur l'objet, le cachant des regards curieux. Autour de lui la vie reprenait son cours. La nièce, n'ayant pas trouvé son médaillon, haussa les épaules avec un soupir déçu. Les ouvriers refermèrent le cercueil, leur conversation banale sur le match de la veille contrastant brutalement avec le tumulte qui faisait rage dans l'esprit de Daniel. Il sentait le regard des statues de pierre sur lui, les anges et les saints semblaient le juger, le mettre au défi. Le cimetière, son refuge, venait de se transformer en une scène de crime, et la clé dans sa main était pas seulement un passe-partout pour une vieille chapelle. Était la pièce à conviction d'un meurtre oublié. Le soleil de midi frappait sa nuque, mais Daniel ne sentait plus rien d'autre que le froid du fer et le contact rêche du ruban jaune contre sa peau. 28 ans. 28 ans à vivre dans l'ombre d'une disparition, à entretenir la dernière demeure des autres, tout en étant incapable d'offrir une sépulture à son propre père. Cette clé ne promettait pas seulement des réponses. Elle promettait une confrontation avec les mensonges, sur lesquels le village de Verdoux-sur-Ciel avait bâti sa tranquillité. Il savait, avec une certitude absolue et terrifiante, que tourner cette clé dans une serrure ne ferait pas couvrir une porte. Cela déterrait une tombe que quelqu'un il y a très longtemps avait voulu garder fermée pour l'éternité. Le métal glacial semblait brûler la paume de Daniel. Un froid anormal, un froid de tombe qui se propageait dans ses veines, glaçant son sang malgré la chaleur oppressante de ce mois de juin. Autour de lui, le monde continuait sa routine indifférente. Les fossoyeurs échangeaient des banalités, la nièce du défunt exprimait une déception polie, mais pour Daniel, le temps était arrêté. Son souffle était court, saccadé. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes, comme le glas d'une cloche, annonçant une vérité longtemps redoutée. La clé n'était pas un simple objet. Était un artefact, un fragment de son passé arraché à la terre, encore couvert de la poussière de 28 années de silence et de mensonges. Il la sentait vibrer, ou peut-être était-ce sa propre main qui tremblait de façon incontrôlable, trahissant le séisme qui ravageait son âme. Son premier réflexe fut de refermer les doigts, de cacher la preuve, de la soustraire au regard du monde. Cet instant lui appartenait. Ce message était pour lui seul. Il sentit le contact rugueux du ruban jaune contre sa peau, une caresse fantomatique qui ravivait une douleur qu'il croyait avoir apprivoisée. La voix de son père résonna dans sa mémoire, non pas comme un souvenir lointain et brumeux, mais avec une clarté assourdissante, comme s'il se tenait juste derrière lui, chuchotant des instructions. Le cimetière, ce lieu qu'il connaissait mieux que sa propre maison, se transforma soudain en un territoire étranger, un labyrinthe de secrets, où chaque stèle pouvait être une fausse piste, et chaque épitaphe, un code à déchiffrer. Il se sentait incroyablement seul, dépositaire d'un fardeau trop lourd pour un seul homme. Il se força à relever la tête, à composer un masque de neutralité. Personne ne devait voir. Personne ne devait savoir. Pas encore. Il fit un signe de tête aux ouvriers, un geste mécanique qui lui coûta un effort surhumain. C'est bon, vous pouvez refermer. Sa propre voix lui parut lointaine, étrangère. Tandis que le lourd couvercle de chêne retombait avec un bruit sourd et définitif, scellant le secret de Joseph Morin, Daniel serrait la clé dans sa poche. Le contact du fer contre sa cuisse était une présence constante, une accusation silencieuse. Il était plus seulement Daniel Lefebvre, le gardien. Il était le fils d'Essai, Élie Lefebvre, et il venait de recevoir l'ordre de mission le plus important de sa vie, une quête posthume dont il ne pouvait se dérober. Le monde extérieur s'estompait, remplacé par un tourbillon de questions brûlantes. Qui était Joseph Morin? Un simple messager choisi au hasard, ou une pièce maîtresse de ce puzzle macabre? Pourquoi avoir attendu si longtemps? 28 ans de silence, et soudain, ce geste, cette révélation calculée. Quelqu'un, quelque part, avait voulu que cette clé soit trouvée. Quelqu'un avait orchestré cette exhumation, sachant que Daniel serait là. La paranoïa commença à s'insinuer dans son esprit. Les visages familiers des gens du village, qu'il croisait chaque jour, lui semblaient soudain suspects. Le maire, le gendarme à la retraite, la vieille Marthe qui lui donnait toujours des nouvelles. Qui parmi eux était un gardien du secret? Qui était un ami et qui était un ennemi? Un flot de souvenirs qu'il avait réprimés pendant des années déferla avec une violence inouïe. L'odeur du tabac à pipe de son père. Le son de ses bottes sur le gravier des allées. La façon dont il ajustait sa casquette avant de partir pour sa dernière ronde, cette nuit maudite de novembre 1984. Le ruban jaune. Il le revoyait, nouant un morceau identique autour d'une rose abîmée par le gel, expliquant au jeune Daniel que chaque chose ici, même morte, mérite qu'on s'en occupe.
C était une leçon de respect, une philosophie de vie. Utiliser ce symbole, leur code intime, était un acte d'une cruauté ou d'une précision diabolique. C était la preuve irréfutable que la disparition de son père n'avait rien d'accidentel. C était une signature. Alors, après le choc et la tristesse, une nouvelle émotion, plus puissante et plus dangereuse, commença à gronder en lui, la colère. Une colère froide et déterminée, une fureur contre ceux qui avaient volé son père, qui avaient condamné sa mère à une vie de chagrin silencieux, et qui l'avaient laissé, lui, grandir dans l'ombre d'un point d'interrogation. Il en voulait à ce village et à sa tranquillité feinte, bâtie sur une tombe anonyme. Il en voulait à lui-même, pour avoir accepté la version officielle, pour être résigné, pour avoir laissé la poussière du temps recouvrir le crime. Mais la poussière venait être balayée. La clé dans sa poche N était pas seulement un instrument pour ouvrir une porte. C était une arme. Il termina sa journée comme un automate, accomplissant les gestes rituels qui rythmaient sa vie. Fermer les grilles, vérifier les registres, éteindre les lumières de la petite loge du gardien. Mais rien, N, était plus pareil. Le cimetière N était plus un lieu de paix, mais une scène de crime, qui, étendait sur près de 3 décennies. Chaque tombe qu'il croisait semblait lui murmurer une partie de l'histoire. Il sentait le poids de tous ces morts sur ses épaules, comme s'ils attendaient de lui qu'il rétablisse l'ordre et la justice. La promesse qu'il se fit dans le silence du crépuscule, N, était pas seulement de trouver des réponses pour lui-même, mais de rendre à son père la seule chose qui lui avait été refusée, une sépulture digne de ce nom. Mais tout cela, N, était que le début de ce qui allait suivre. L'onde de choc de cette découverte allait bien au-delà d'une simple affaire de famille. Que feriez-vous dans une telle situation? Pensez-vous que vous pourriez supporter le poids d'une telle découverte, d'un secret enfoui depuis près de 30 ans qui refait surface de la manière la plus macabre qui soit? Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Votre soutien est essentiel pour nous. Si cette histoire vous captive déjà, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite de cette enquête incroyable. Chaque interaction nous aide à mettre en lumière des histoires comme celle-ci. Cette clé N n'était pas une fin, mais un commencement. Elle ne promettait pas seulement d'ouvrir la vieille chapelle abandonnée, dont les vitraux brisés ressemblaient à des yeux aveugles observant le cimetière depuis des décennies. Elle promettait de forcer les serrures des mémoires, de fracturer les pactes de silence, et de mettre à jour les fondations pourries sur lesquelles le village de Verdoux-sur-Ciel avait bâti sa respectable façade. Daniel le savait instinctivement. En acceptant cette clé, il acceptait une guerre contre des fantômes bien vivants, des hommes puissants, qui avaient tout intérêt à ce que le passé reste enterré. Une guerre qu'il n'était pas sûr de pouvoir gagner, mais qu'il était désormais incapable de ne pas mener. La nuit tomba sur Verdoux-sur-Ciel, une nuit d'eau, était douce et étoilée qui contrastait violemment avec le tumulte dans l'esprit de Daniel. Assis dans la pénombre de sa petite maison, la clé posée sur la table devant lui, il la contemplait comme si elle pouvait lui livrer ses secrets par sa simple présence. Le métal noir semblait absorber la lumière. Il traça du doigt les contours du ruban jaune, usé, presque fragile. César était le seul lien tangible qui lui restait avec son père. Un fil ténu tendu à travers le gouffre du temps. Il sentait la peur monter, une peur viscérale de ce qu'il allait découvrir, mais elle était éclipsée par une résolution de fer. Il ne s'agissait plus de deuil. Il s'agissait de justice. Demain il commencerait. Il ne savait pas encore par où ni comment, mais il trouverait. Il irait voir la chapelle. Il chercherait dans les vieux registres de son père, ces carnets remplis de son écriture méticuleuse, qu'il avait conservés par fidélité sentimentale. Il analyserait chaque nom, chaque date, chaque événement autour de novembre 1984. Il deviendrait l'historien de sa propre tragédie. La clé sur la table N n'était pas une invitation, était une convocation. Et Daniel Lefebvre, pour la première fois en 28 ans, se sentait prêt à répondre à l'appel, quel qu'en soit le prix. Le silence était rompu, et le son assourdissant de la vérité commençait à peine à se faire entendre. Verdoux-sur-Ciel était un village où le silence avait plus de poids que les mots. Niché au creux d'une vallée verdoyante, il offrait une façade de tranquillité presque parfaite, avec ses maisons en pierre, ses géraniums aux fenêtres, et la rivière qui scintillait sous le soleil d'été. Était un lieu où les secrets se transmettaient par des regards entendus sur la place du marché, plutôt que par des conversations. La communauté vivait au rythme des saisons et des traditions, une chorégraphie immuable où chaque habitant connaissait sa place. Mais sous cette surface paisible, le sol était gorgé de souvenirs que l'on préférait ne pas déterrer.
La prospérité des 30 dernières années avait été bâtie sur un pacte tacite. Ne jamais regarder en arrière. Ne jamais poser les questions qui fâchent. Le village tout entier semblait retenir son souffle depuis une nuit de tempête en 1984. Au cœur de ce silence, se tenait Daniel Lefebvre. À 40 ans, sa vie était une routine méticuleuse, aussi ordonnée que les rangées de tombes dont il avait la charge. Chaque matin, il ouvrait les lourdes grilles en fer forgé du cimetière, un royaume de pierre et de paix, qui était à la fois son héritage et sa cage. Ses journées étaient faites de gestes lents et précis. Tailler les haies, nettoyer les stèles, mettre à jour les registres d'une écriture appliquée. Il parlait peu, écoutait beaucoup, et les habitants le considéraient comme une partie intégrante du décor, un homme aussi discret et fiable que les vieux cyprès qui montaient la garde. Il se mouvait parmi les morts, avec une familiarité qui mettait les vivants mal à l'aise, comme s'il préférait la compagnie de ceux qui ne pouvaient plus mentir. Ce poste de gardien, il ne l'avait pas choisi. Il en avait hérité, tout comme on hérite d'une dette ou d'une malédiction. 28 ans plus tôt, était son père, Élie, qui arpentait ces mêmes allées. En reprenant sa place, Daniel n'avait pas simplement accepté un travail. Il avait endossé le rôle de sentinelle d'un mystère. Chaque jour, il marchait sur les traces de son père, cherchant inconsciemment un indice, un écho, une réponse dans le silence de la pierre. Le cimetière était le dernier endroit où Élie avait été vu vivant, et pour Daniel, y rester était une façon de ne pas l'abandonner complètement. Était une quête immobile, une attente interminable, qui avait gelé sa vie à elle, âge de 12 ans, le soir où son père n'était pas rentré. Élie Lefebvre était, dans les souvenirs de Daniel, un homme droit et simple, dont les mains sentaient la terre et le tabac à pipe. Il connaissait chaque histoire derrière chaque nom gravé dans le marbre. Pour lui, le cimetière n'était pas un lieu de mort, mais un jardin de mémoire qu'il fallait entretenir avec respect. La version officielle de sa disparition, celle d'un accident tragique durant la tempête de novembre 1984, n'avait jamais vraiment convaincu personne, et surtout pas son fils. On disait que la rivière en crue l'avait emporté. Une explication simple, commode, qui avait permis au village de refermer rapidement le chapitre. Mais l'absence de corps laissait la porte ouverte à toutes les spéculations, un murmure persistant, qui refusait de éteindre. Dominant la vie sociale et économique de Verdoux-sur-Ciel se trouvait Richard Dubois. Ancien maire charismatique, il était aujourd'hui à 75 ans, un homme d'affaires respecté, le patriarche bienveillant qui avait guidé le village vers la modernité. Dans les années 80, il avait lancé de grands projets de construction qui avaient enrichi la commune, transformant des terres agricoles sans valeur en lotissements prisés. On le saluait avec déférence, on louait sa vision et sa générosité. Personne n'osait remettre en question l'origine de sa fortune, ou les méthodes qu'il avait assis au sommet. Dubois était le pilier de la communauté, un homme dont le sourire paternel dissimulait une poigne de fer et une capacité à faire taire toute voix dissonante. La nuit de la tempête de 1984 n'avait pas seulement emporté un homme, elle avait scellé un pacte de silence. Ceux qui auraient pu savoir quelque chose, ceux qui auraient vu ou entendu, avaient appris à se taire. La peur, ou peut-être la loyauté envers ceux qui garantissaient la prospérité du village, avait été plus forte que la vérité. L'affaire Élie Lefebvre était devenue un sujet tabou, une cicatrice que l'on cachait sous des couches de normalité. Les gens avaient continué leur vie, élevé leurs enfants, entretenu leur jardin, comme pour prouver que tout allait bien. Mais cette tranquillité avait un prix, et chaque habitant de Verdoux-sur-Ciel le payait en silence, en évitant le regard de Daniel, ce rappel vivant de la question restée sans réponse. La plus grande victime de ce silence fut la mère de Daniel. Après la disparition de son mari, elle était lentement éteinte, murée dans un chagrin qui ne disait pas son nom. Elle continuait ses tâches quotidiennes avec une précision mécanique, mais la lumière avait quitté ses yeux. Elle n'a jamais parlé de cette nuit-là, refusant de nourrir les rumeurs ou d'affronter la possibilité d'une vérité plus sombre que l'accident. Pour Daniel, grandir à ses côtés fut une leçon sur le poids de l'indicible. Il apprit que certaines douleurs sont trop profondes pour être partagées, et que le déni est parfois la seule forme de survie possible. Son deuil à lui était différent, ce n'était pas l'absence qui le hantait, mais l'incertitude. Ainsi, en ce début d'été 2012, la vie à Verdoux-sur-Ciel suivait son cours paisible et prévisible. Richard Dubois était sur le point d'inaugurer un nouveau complexe immobilier, la fierté du village. Daniel Lefebvre s'apprêtait à superviser une exhumation de routine, une simple formalité administrative dans un agenda sans surprise.
Le passé semblait solidement enterré, protégé par des décennies de déni collectif et de peur discrète. Le fragile équilibre tenait bon. Personne ne se doutait qu'un simple cercueil, remonté de la terre pour des raisons triviales, contenait une clé. Une clé qui n'ouvrirait pas seulement la porte d'une vieille chapelle, mais qui ferait voler en éclats 30 ans de mensonges. La chapelle Saint-Michel, au fond du cimetière, était elle-même une tombe. Un édifice de pierre grise dont le toit s'affaissait doucement, envahi par le lierre et le silence. Ses vitraux, autrefois éclatants, étaient plus que des éclats de verre colorés enchâssés dans le plomb, des yeux aveugles, qui ne reflétaient plus que le passage des saisons. Personne à Verdoux-sur-Ciel ne se souvenait de la dernière fois où sa lourde porte en chêne avait été ouverte. Elle était devenue une relique, un monument à l'oubli, le symbole parfait de ce que le village faisait de mieux. Sceller le passé et jeter la clé. Pour Daniel, était qu'une partie du décor, une masse sombre et muette au bout de l'allée principale. Il ignorait encore que cette chapelle était pas un point final, mais le prologue d'une histoire qu'on avait tenté d'effacer. Julien Garnier, l'ancien chef de la gendarmerie locale, incarnait cette mémoire sélective. À 70 ans, il était une figure familière du village, un retraité paisible, qui passait ses après-midi au café du commerce à jouer aux cartes. Son visage buriné et ses manières affables masquaient l'autorité qu'il avait autrefois exercée. C'est lui qui, en 1984, avait mené l'enquête sur la disparition d'Élie Lefebvre. Une enquête bouclée en quelques semaines, concluant à un accident tragique avec une efficacité qui, rétrospectivement, semblait suspecte. Garnier avait été le bras armé de la version officielle, l'homme qui avait posé le premier sceau sur le silence. Il était le gardien de la loi, mais surtout le gardien des secrets de Richard Dubois, un rôle qu'il continuait de jouer avec une discrétion sans faille, sa loyauté étant aussi solide que les murs de pierre du village. Marthe, une octogénaire à la mémoire aussi fragile que sa silhouette, était l'antithèse de ce silence organisé. Amie proche de la mère de Daniel, elle portait en elle des fragments de la nuit de la tempête, des images confuses et terrifiantes, qu'elle n'avait jamais osé assembler. Elle vivait dans une petite maison, en face du cimetière, et ses fenêtres avaient été les derniers témoins de l'activité de cette nuit funeste. Mais la peur, une peur viscérale de Richard Dubois et de ce qu'il représentait, l'avait condamnée au mutisme pendant près de 30 ans. Chaque fois que Daniel la croisait, il voyait dans ses yeux fuyants un mélange de pitié et d'effroi, comme si elle était la dépositaire d'un secret trop lourd pour ses frêles épaules, un secret qui la rongeait de l'intérieur. Le secret à l'origine était une affaire d'argent et de pouvoir. Dans les années 80, Richard Dubois, alors maire visionnaire et ambitieux, avait orchestré une manipulation à grande échelle du plan local d'urbanisme, PLU. Avec la complicité de certains conseillers et de Julien Garnier, il avait fait reclasser des terres agricoles sans valeur en parcelles constructibles, les rachetant pour une bouchée de pain via des sociétés écrans, avant de les revendre à prix d'or à des promoteurs. Ce fut l'acte fondateur de sa fortune et de la modernisation de Verdoux-sur-Ciel. Des dizaines de familles s'enrichirent, des emplois furent créés. La prospérité du village était littéralement bâtie sur un terrain frauduleux. Un péché originel que personne n'avait intérêt à dénoncer, car tous, directement ou indirectement, en profitaient. Élie Lefebvre cependant, n'était pas homme à fermer les yeux. Son intégrité était aussi profondément enracinée que les vieux chênes du cimetière. En tant que gardien, il était le témoin silencieux de la vie du village, y compris de ses activités nocturnes. Il avait remarqué des allées et venues suspectes, des véhicules s'arrêtant près de la chapelle désaffectée. Curieux et méticuleux, il avait commencé à noter des plaques d'immatriculation, des dates, des noms dans un petit carnet. Il avait compris que le cimetière, lieu de repos éternel, servait de point de transit pour des échanges de documents et d'argent liquide, loin des regards indiscrets. Il avait rassemblé des preuves, s'apprêtant à tout révéler. Il avait sous-estimé la cruauté de ceux qui avaient tant à perdre. Sa droiture fut sa condamnation. La communauté dans son ensemble avait choisi son camp. Face à la vérité dérangeante qu'Élie menaçait d'exposer, les habitants de Verdoux-sur-Ciel avaient opté pour le confort du mensonge. La disparition du gardien fut un soulagement pour certains, une tragédie qu'il valait mieux oublier pour les autres. La prospérité apportée par Dubois agissait comme un anesthésiant puissant. On préférait croire à l'accident, à la fatalité, plutôt qu'à un meurtre qui aurait souillé l'image de leur village idyllique. Ce pacte tacite, ce déni collectif, avait permis au crime de s'effacer des mémoires. Le silence n'était pas seulement imposé par la peur. Il était aussi nourri par une forme de complicité passive.
une dette morale envers l'homme qui avait enrichi la commune en enterrant un de ses citoyens. Mais un secret aussi lourd ne meurt jamais vraiment. Il attend. Il se transmet. L'homme dans le cercueil de l'exhumation de 2012, Joseph Morin, était l'un des maillons faibles de cette chaîne de silence. Ancien homme de main de Dubois, un personnage secondaire dans le grand schéma, il avait été rongé par la culpabilité pendant des décennies. Atteint d'une maladie en phase terminale, il avait décidé de faire un dernier geste, une confession indirecte, et sans risque pour lui. Il avait orchestré sa propre sépulture, pour qu'elle devienne une capsule temporelle. Un message posthume, destiné au seul homme capable de le comprendre. Le fils du gardien. La clé N était pas un hasard. C était un acte de contrition, la première fissure dans le mur du silence, provoquée par un homme qui voulait mourir avec une conscience un peu plus légère. Ainsi, à la veille de ce 20 juin 2012, Verdoux-sur-Ciel baignait dans une quiétude trompeuse. Le soleil D était illuminé les façades propres, les rires des enfants résonnaient sur la place du village, et Richard Dubois, le patriarche bienveillant, préparait le discours d'inauguration de son dernier projet immobilier. Tout était à sa place, ordonné, paisible. La disparition D, Élie Lefebvre N, était plus qu'un lointain souvenir, une note de bas de page, dans l'histoire officielle du village. Personne ne se doutait que sous la terre du cimetière, dans la tombe d'un homme ordinaire, reposait un objet capable de faire s'effondrer tout cet édifice de mensonges. La routine était sur le point d'être brisée par le son grinçant d'un couvercle de cercueil qui s'ouvre. La nuit qui suivit fut une torture d'insomnie. Assis à la table de sa cuisine, Daniel Lefebvre fixait la clé en fer forgé, comme si elle était un oracle muet. Le métal noir semblait absorber la faible lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre, un trou noir dans la réalité, aspirant 28 années de questions sans réponse. Il ne pouvait plus attendre. L'idée de suivre une procédure officielle, de confier cet artefact à la gendarmerie, lui était insupportable. Ce serait trahir le message intime que son père lui avait envoyé à travers le temps et la mort. Cette quête était la sienne, un dialogue posthume qu'il devait mener seul. Avant l'aube, poussé par une force qu'il ne contrôlait plus, il se leva. Il glissa la clé dans sa poche, sentant son poids froid et rassurant contre sa cuisse, et se dirigea vers le cimetière, son royaume devenu un champ de bataille. Traverser les allées du cimetière sous le ciel étoilé était une expérience nouvelle et terrifiante. Ce lieu, qu'il connaissait dans ses moindres recoins, lui semblait soudain hostile, étranger. Les statues d'anges semblaient le suivre de leurs yeux de pierre, les cyprès se muaient en sentinelles menaçantes dont les ombres dansaient sur les tombes. Chaque craquement de branches, chaque ululement de chouette le faisait sursauter. Le bruit de ses propres pas sur le gravier résonnait comme une profanation dans le silence sacré des morts. Il serrait la clé dans sa main, le métal s'imprimant dans sa paume, une encre dans la mer déchaînée de sa peur et de sa détermination. Il était plus le gardien des lieux, mais un intrus, un archéologue de sa propre douleur, s'apprêtant à creuser là où personne ne l'avait autorisé. Arrivé devant la chapelle Saint-Michel, il sentit son cœur battre à tout rompre. La porte en chêne massif, usée par les décennies d'intempéries, semblait infranchissable. La serrure en fer était boursouflée par la rouille. Avec une main tremblante, il inséra la clé. Elle entra avec difficulté, raclant le métal corrodé. Il dut forcer, mettre tout son poids, redoutant que la vieille clé ne se brise, et ne l'abandonne sur le seuil du secret. Puis, un grincement métallique, long et lugubre, déchira le silence de la nuit. Le mécanisme céda, dans un claquement sec. La porte pivota lentement sur ses gonds, libérant une bouffée d'air vicié, une odeur de poussière, de bois pourri, et d'encens oublié. Il venait de franchir une frontière, non seulement physique, mais temporelle, pénétrant dans une capsule scellée depuis près de 30 ans. L'intérieur était plongé dans une obscurité presque totale, à peine percée par les rayons de lune filtrant à travers les vitraux brisés. À la lueur de la lampe torche de son téléphone, Daniel découvrit une scène de désolation. Des bancs renversés, des toiles d'araignées épaisses comme du linceul, et une épaisse couche de poussière recouvrant tout. Mais ce était pas vide. Dans un coin, près de l'autel délabré, se trouvait un vieux bureau en bois, celui de son père. Il le reconnut immédiatement. Dessus, comme si on venait de le laisser là, un grand registre et une carte du cimetière, dessinée à la main par Élie. Ses doigts caressèrent le papier jauni, un contact électrique avec le passé. Une vague d'émotion le submergea. Puis son regard fut attiré par un détail. Un cercle tracé à l'encre rouge sur la carte,
dans une section reculée près du mur nord. Une parcelle officiellement vierge. Ce simple cercle rouge sur la carte déclencha une avalanche dans sa mémoire. Un souvenir d'enfance, flou et lointain, refit surface avec une clarté fulgurante. Il se revit, tout petit, marchant à côté de son père dans cette même partie du cimetière. Élie lui avait parlé d'un jardin secret, un endroit spécial, où il planterait un jour un arbre pour sa mère. Un endroit juste pour nous, que personne ne connaît, avait-il dit avec un clin d'œil complice. La naïveté de l'enfant avait oublié, mais la douleur de l'adulte comprenait maintenant la signification de ces mots. La clé ne servait pas seulement à ouvrir la porte de la chapelle, elle était le premier indice d'un jeu de pistes macabre. Le véritable secret n'était pas dans le bâtiment, mais là où le cercle rouge le menait. Il quitta précipitamment la chapelle, la carte froissée dans sa main, et se dirigea d'un pas rapide vers le mur nord du cimetière. Cette zone était la plus négligée, un enchevêtrement de ronces et de mauvaises herbes, que même lui, dans sa routine méticuleuse, avait fini par ignorer. Il se fraya un chemin à travers la végétation agressive, les épines griffant ses bras et son visage. La lueur de son téléphone balayait le sol, cherchant un signe, une anomalie dans le paysage sauvage. La panique commençait à le gagner. Et si le souvenir était faux? Et si la marque sur la carte était qu'un gribouillis sans importance? Il se sentait tiraillé entre un espoir fou et la terreur écrasante de ce qu'il pourrait trouver, ou pire, de ne rien trouver du tout. Soudain, son pied buta contre quelque chose de dur, un obstacle caché sous une épaisse couche de terre et de feuilles mortes. Le son était pas celui d'une pierre. Était un bruit métallique, sourd et sans équivoque. Il tomba à genoux et commença à creuser frénétiquement avec ses mains nues, la terre froide s'insinuant sous ses ongles. La terreur et l'excitation se mêlaient en un cocktail explosif. Il dégagea lentement les contours d'une plaque de métal rouillée, carrée, munie d'un anneau. Une sorte de trappe. Et au centre de cette trappe, un cadenas massif, presque entièrement dévoré par la corrosion, mais dont la forme lui était étrangement familière. Il sortit la clé de sa poche. Le dessin de la tête de la clé correspondait parfaitement à la fente du cadenas. La chapelle n'avait été qu'un leurre. Le souffle coupé, Daniel inséra la clé dans le cadenas. Elle glissa sans résistance, comme si elle n'attendait que ce moment depuis 28 ans. Il la tourna. Le déclic du mécanisme qui s'ouvrait fut d'une violence inouïe dans le silence nocturne. Ce son était pas seulement mécanique, était le bruit d'un seau qui se brise, d'un secret qui rend les armes. Il passa ses doigts dans l'anneau froid et tira de toutes ses forces. La trappe, lourde et résistante, s'ouvrit dans un grincement de protestation, révélant une ouverture béante et noire dans le sol. Une odeur de terre humide et de décomposition remonta des profondeurs, une haleine glaciale qui lui fit tourner la tête. En dessous, une volée de marches rudimentaires s'enfonçait dans les ténèbres. Ils venaient de trouver une tombe qui ne figurait sur aucun registre. Ce qu'ils allaient trouver ensuite allait tout changer. La descente se fit dans un silence de mort, rompu seulement par le frottement de ses vêtements contre la terre humide, et le martèlement assourdissant de son propre sang dans ses oreilles. L'air devint plus froid, plus dense, chargé d'une odeur âcre de racines et de décomposition, une senteur que Daniel connaissait bien, mais qui prenait ici une dimension profanatoire. La faible lumière de son téléphone portable découpait un cône tremblant dans l'obscurité, révélant des parois de terre brute, où s'accrochaient de fines radicelles. Il descendit les quelques marches taillées à même le sol, avec une lenteur infinie, chaque pas le rapprochant d'une vérité, qu'il redoutait autant qu'il la désirait. Il était plus dans son cimetière, il était dans le tombeau de son histoire personnelle, un lieu secret, où reposait la réponse à 28 ans de questions muettes. La peur était une chose physique, une main glaciale qui lui serrait la gorge. Au pied des marches, le sol était inégal. Le faisceau de sa lampe balaya l'espace exigu, une cavité d'eau, à peine quelques mètres carrés. Et puis la lumière se figea. Là, à moitié recouverts d'un linceul de terre et de débris végétaux, se trouvaient des ossements. Ils étaient disposés d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Un squelette humain. Le crâne, tourné sur le côté, semblait le fixer de ses orbites vides. Des fragments de tissu pourris, probablement les restes d'un vêtement de travail, s'accrochaient encore aux os des côtes. Daniel sentit ses jambes flageoler, l'obligeant à s'appuyer contre la paroi terreuse pour ne pas s'effondrer. Le monde était rétréci à ce cercle de lumière blafarde et à cette vision d'horreur. L'incertitude abstraite qui avait défini sa vie venait de se matérialiser en une réalité tangible, brutale et irréfutable.
Un sanglot sec et brutal échappa de sa gorge, un son rauque qui se brisa contre les murs de terre. Était lui. Était son père. Il n'avait pas besoin de tests ADN, pas besoin de preuves médico-légales. Il le savait avec une certitude viscérale, une reconnaissance qui transcendait la logique. Il voyait la silhouette de son père, non pas comme ce squelette macabre, mais comme l'homme robuste qui le portait sur ses épaules. Le garçon de 12 ans en lui, celui qui avait attendu à la fenêtre pendant des nuits, hurlait en silence. Les larmes qu'il avait retenues pendant près de 3 décennies se mirent à couler, chaudes et amères, traçant des sillons dans la poussière qui couvrait son visage. Ce n'était pas un deuil, était une collision. Une collision violente entre le souvenir d'un père vivant et la découverte de sa tombe profanée. Alors que ses yeux s'habituaient à l'horreur, son esprit de gardien, méthodique et observateur, reprit le dessus, comme un mécanisme de défense contre la douleur. Le faisceau de sa lampe se déplaça légèrement, explorant les détails de ce sépulcre improvisé. C'est là qu'il la vit. Blotti contre le fémur du squelette, comme un dernier compagnon silencieux, se trouvait une petite boîte en fer blanc. Elle était presque entièrement recouverte d'une épaisse couche de rouille orangée, mais sa forme rectangulaire était intacte. Elle semblait déplacée dans ce décor de mort et de terre, un objet manufacturé, un contenant. Un contenant de quoi? La présence de cette boîte à côté des restes de son père, n'était pas un hasard. Était un message, une partie intégrante de la mise en scène, une capsule temporelle destinée à être découverte. Poussé par une nouvelle urgence qui éclipsait son chagrin, Daniel s'agenouilla. Sa main tremblait violemment alors qu'il étendait vers la boîte. Le contact du métal froid et rugueux contre ses doigts fut un choc. Il sentit le poids de l'objet, plus lourd qu'il ne l'aurait imaginé. Était le poids de secrets enfouis, le poids de la dernière volonté de son père. Il la souleva avec une précaution infinie, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Des particules de rouille et de terre séchée se détachèrent et tombèrent en poussière sur les ossements. Il la ramena vers lui, la tenant à 2 mains, son souffle suspendu. Dans cette crypte clandestine, sous le regard vide de son père, il tenait peut-être la clé non pas d'une chapelle, mais de la raison pour laquelle Élie Lefebvre avait dû mourir. Remonté à la surface, sous le ciel étoilé qui semblait soudain indifférent et lointain, il s'assit dans l'herbe humide, le dos contre une vieille stèle. Il examina la boîte à la lumière de son téléphone. Le fermoir était soudé par la corrosion. Il utilisa la pointe d'une petite pierre pour forcer le mécanisme. Après plusieurs tentatives, le couvercle céda dans un grincement plaintif. L'odeur de renfermé qui s'en échappa était moins celle de la mort que celle du temps scellé. À l'intérieur, protégé des ravages de l'humidité, se trouvait un objet soigneusement enveloppé dans une pièce de toile cirée jaunie. Avec des doigts devenus maladroits par l'émotion et le froid, il défit le paquetage. Il révéla un petit carnet à la couverture de moleskine noire, du type que son père utilisait toujours pour ses notes. Il ouvrit le carnet. La première page était vierge, mais dès la seconde il reconnut l'écriture de son père. Penchée, régulière, méticuleuse. Ce n'était pas un journal intime. Étaient des colonnes. Des colonnes de date, étalant sur plusieurs mois, en 1984. À côté de chaque date, des initiales, puis une série de chiffres qui ressemblaient à des numéros de parcelles cadastrales, et enfin, des montants en francs. Daniel ne comprenait pas la signification exacte de ces inscriptions, mais il saisissait leur nature. Était un registre. Un livre de comptes secrets. Une comptabilité parallèle des activités illicites que son père avait découvertes. Chaque ligne était une accusation. Chaque chiffre une preuve. Il tenait entre ses mains le mobile du meurtre. Le choc de la découverte des ossements laissa place à une lucidité glaciale. Cette tombe n'était pas seulement le lieu de sépulture de son père. Était une cache de preuves. Élie Lefebvre, sachant le danger qu'il courait, avait organisé sa propre archive posthume. La clé, la chapelle, la carte, la trappe. Tout était un jeu de pistes conçu pour que seul quelqu'un connaissant ses habitudes et ses lieux secrets puisse le trouver. Et Joseph Morin, l'homme dans le cercueil, avait été le déclencheur, le messager, chargé de lancer le signal 28 ans plus tard. Daniel referma le carnet. Le poids dans sa main était plus seulement celui du chagrin, mais celui de la responsabilité. Il était plus seulement un fils en deuil. Il était le dépositaire de la vérité, et il venait de déclarer une guerre silencieuse à ceux qui avaient assassiné son père. Le carnet noir devint la pièce maîtresse, le cœur silencieux de l'enquête qui venait de s'ouvrir officiellement.
L'affaire fut confiée à la capitaine Hélène Roche, une femme de 35 ans dépêchée de la préfecture, dont le regard perçant et la méthode rigoureuse contrastaient violemment avec la torpeur et les non-dits de Verdoux-sur-Ciel. Pour elle, le village N n'était pas un réseau de souvenirs et de loyauté, mais une simple zone d'investigation. Assise face à Daniel dans le petit bureau de la gendarmerie locale, elle examinait le carnet avec une concentration clinique. Les pages jaunies, couvertes de L, écriture méticuleuse D, Élie Lefebvre, représentaient un défi. Ce N n'était pas un journal, mais un code, une série de chiffres et d'initiales, qui, pour l'instant, restaient aussi hermétiques qu'une épitaphe dans une langue morte. La vérité était là, à portée de main, mais elle refusait de livrer son secret. Les premiers jours furent une succession de fausses pistes et de murs de silence. La capitaine Roche, avec ses techniques d'investigation modernes, se heurtait à une énigme vieille de près de 30 ans. Les initiales ne correspondaient à aucun registre connu, les chiffres semblaient arbitraires. Le découragement commençait à poindre. La logique purement policière ne suffisait pas. Il manquait un contexte, une clé de lecture que seule une connaissance intime du passé de Verdoux-sur-Ciel pouvait fournir. Daniel sentait la frustration de l'enquêtrice, mais il était lui-même perdu dans ce labyrinthe de chiffres. Il relisait les lignes encore et encore, espérant qu'un souvenir, une étincelle de mémoire, viendrait illuminer le sens caché de ses notes. Le carnet était un testament, mais son père en avait emporté la langue dans la tombe, laissant son fils face à un puzzle insoluble. C'est alors qu'une image s'imposa à l'esprit de Daniel, un souvenir anodin mais soudainement crucial. Il revit son père, assis à son bureau dans la loge du gardien, non pas avec un, mais avec 2 registres ouverts devant lui. L'un était le registre officiel des concessions, l'autre, un vieux livre usé qu'il appelait son « aide-mémoire », où il notait l'histoire des familles, les liens de parenté, les dates de construction des caveaux. Poussé par cette intuition, Daniel conduisit la capitaine Roche, jusqu'à sa propre maison, où il conservait les archives de son père. Dans une malle en bois au grenier, sous une pile de draps jaunis, ils trouvèrent le fameux aide-mémoire. En le feuilletant, ils comprirent, Élie n'avait pas utilisé un code complexe, il avait simplement utilisé son propre système de référencement, un langage que lui seul comprenait. La nuit qui suivit, fut une veillée studieuse et fiévreuse. À la lueur d'une lampe de bureau, Daniel et Hélène Roche croisèrent les données des 2 carnets. La magie opéra. Une initiale, RD, suivie d'un numéro de parcelle, correspondait dans l'aide-mémoire, à une note manuscrite. Terrain du bois. Reclassé constructible. OCT. 84. Soudain, tout éclaira. Les initiales étaient celles des notables du village. Les chiffres étaient les numéros des parcelles du plan local d'urbanisme. Les montants en francs correspondaient aux pots de vin versés pour obtenir le reclassement frauduleux de terres agricoles. Le carnet D, Élie Lefebvre N, était rien de moins que le livre de compte de la corruption sur laquelle Richard Dubois avait bâti sa fortune, et le renouveau de Verdoux-sur-Ciel. Le mobile du meurtre venait d'exploser au visage des enquêteurs, avec la force d'une évidence longtemps refoulée. Le complot était bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Le nom de Richard Dubois revenait sur presque toutes les pages. Mais il, N, était pas seul. À ses côtés figuraient les noms de plusieurs membres du conseil municipal de l'époque, d'entrepreneurs locaux, et, surtout, celui de Julien Garnier, l'ancien chef de la gendarmerie. Son nom était associé non pas à des parcelles, mais à des dates qui coïncidaient avec l'abandon de poursuites pour des infractions mineures, ou des permis de construire accordés de manière suspecte. Le réseau était systémique, une toile d'araignée tissée autour du village, où chaque fil de la prospérité locale était trempé dans l'illégalité. Élie Lefebvre n'avait pas seulement découvert une fraude. Il avait mis le doigt sur le péché originel de toute une communauté, un secret si fondamental que sa révélation menaçait de faire s'effondrer l'édifice tout entier. Avec ses preuves matérielles, Hélène Roche pouvait désormais agir, mais il lui manquait un témoignage humain, une voix pour corroborer les écrits d'un mort. Tous les regards se tournèrent vers la même personne, Marthe. Daniel savait que la vieille femme portait un fardeau. Il se rendit seul chez elle, non pas comme un auxiliaire de justice, mais comme le fils de son ami disparu. Il la trouva assise dans son salon sombre, entourée des fantômes de ses souvenirs. Il ne la pressa pas, ne lui posa pas de questions directes. Il lui parla de son père, de sa mère, du poids du silence, qui avait détruit leur famille. Il fit appel non pas à son devoir de citoyenne, mais à sa conscience, à l'amitié qu'elle portait à ceux qui, étaient plus là pour se défendre. Les larmes aux yeux, la voix brisée par des décennies de peur, Marthe parla, enfin.
Son récit était fragmenté, haché par vels, émotions, mais d'une clarté terrifiante. La nuit de la tempête, le 12 novembre 1984, elle n'arrivait pas à dormir à cause du bruit du vent. De sa fenêtre qui donnait sur l'entrée du cimetière, elle avait vu quelque chose qui l'avait glacée d'effroi. Ce N était pas une, mais 2 voitures Kia étaient engagées sur le chemin de terre, menant aux grilles. Elle les avait reconnues sans l'ombre d'un doute, la berline noire de Richard Dubois, le maire, et le véhicule de service bleu de la gendarmerie, conduit par Julien Garnier. Il n'était pas censé être là, surtout pas au plus fort de l'orage. La peur l'avait cloué sur place, et le lendemain, quand la nouvelle de la disparition d'Élie était répandue, elle avait compris. Le témoignage de Marthe, officiellement consigné par la capitaine Roche, fut la première brèche dans la forteresse de Dubois. La nouvelle qu'une enquête pour meurtre était officiellement ouverte, et que des témoins commençaient à parler, se répandit dans Verdoux-sur-Ciel comme une traînée de poudre. Le patriarche bienveillant sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son pouvoir bâti sur la peur et un silence acheté, commençait à s'effriter. Il comprit que Daniel était la source de ce danger, ce fils obstiné qui, contrairement à son père, n'avait plus rien à perdre. La subtilité et la manipulation ne suffiraient plus. Il fallait passer à une forme d'intimidation plus directe, étouffer la menace avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Richard Dubois décida de rendre une petite visite au nouveau gardien du cimetière. Un soir, alors que Daniel fermait les lourdes grilles du cimetière, une voiture de luxe se gara en silence derrière lui. Richard Dubois en descendit, son sourire paternel habituel remplacé par un masque de froide détermination. L'air du soir était frais, mais l'atmosphère devint soudainement glaciale. Dubois s'approcha lentement, ses chaussures chères crissant sur le gravier. Il ne perdit pas de temps en préambule. Il parla de l'importance de laisser le passé reposer en paix, de la douleur que cela pouvait causer de remuer de vieilles histoires. Il évoqua l'héritage de Daniel, la situation précaire de sa famille, puis il fit son offre. 50 000 €. En liquide. Une aide, disait-il, pour tourner la page, pour assurer son avenir et oublier les fantômes. Daniel resta silencieux, le cœur battant à tout rompre, fixant l'homme qui avait commandité le meurtre de son père. Le refus était évident dans son regard. Le visage de Dubois se durcit alors, abandonnant toute prétention. Sa voix devint un murmure venimeux, chaque mot pesant comme une pierre tombale. Certaines tombes ne devraient jamais être ouvertes. Ton père l'a compris, mais trop tard. La menace était à peine voilée, une promesse de mort qui flottait dans l'air du crépuscule. Puis, aussi silencieusement qu'il était arrivé, Dubois remonta dans sa voiture et disparut dans la nuit, laissant Daniel seul au milieu des tombes, avec le poids d'un ultimatum. La guerre était plus secrète. Elle était désormais ouverte et mortelle. Cette tentative de corruption maladroite fut l'erreur fatale de Richard Dubois. Daniel rapporta immédiatement la conversation à la capitaine Roche, qui tenait enfin la preuve directe de l'obstruction à la justice et de l'intimidation de témoins. Le voile de respectabilité de l'ancien maire était définitivement déchiré. L'enquête, qui avait commencé par la découverte macabre d'ossements, se transformait en une confrontation directe avec l'homme le plus puissant du village. Les enjeux avaient atteint un point de non-retour. Pour Daniel, il ne s'agissait plus seulement de rendre justice à son père, mais de survivre à la vérité qu'il avait déterrée. Le cimetière de Verdoux-sur-Ciel, autrefois un lieu de silence et de paix, était devenu l'aile, épicentre d'un combat à mort entre le passé et le présent. La menace de Richard Dubois, suspendue dans l'air froid du crépuscule, n'était pas une simple tentative d'intimidation. Était un aveu. En rentrant chez lui cette nuit-là, Daniel sentit pour la première fois la peur se mêler à sa détermination. Une peur viscérale, non pas pour lui-même, mais pour la fragilité de la vérité qu'il venait de déterrer. Dubois ne bluffait pas. Cet homme, qui avait fait assassiner son père pour protéger ses secrets, ne reculerait devant rien, pour les maintenir enterrés. La confrontation était plus une simple enquête, était devenue un duel personnel et mortel. Le lendemain matin, en relatant la conversation à la capitaine Roche, chaque mot de la menace résonnait dans le bureau de la gendarmerie, comme une déclaration de guerre. Le patriarche de Verdoux-sur-Ciel avait commis sa première erreur, révélant sa nervosité et confirmant qu'il avait tout à perdre. La capitaine Roche enregistra méticuleusement la déposition de Daniel. L'offre de 50 000 € et la phrase « Certaines tombes ne devraient jamais être ouvertes » constituaient désormais un procès-verbal pour tentative de subornation de témoins et entrave à la justice. Sur le papier, était une avancée majeure.
un acte qui plaçait officiellement Richard Dubois au cœur du cyclone judiciaire. Cependant, Hélène Roche tempéra l'impatience de Daniel avec un pragmatisme glacial. « Sa parole contre la vôtre », expliqua-t-elle. « Dubois niera tout en bloc. Il est puissant, respecté. Sans preuve matérielle ou un autre témoignage pour corroborer vos dires, il s'en sortira en nous accusant de harcèlement. » Le message était clair, ils avaient touché le monstre, mais ils n'avaient pas encore l'arme pour l'abattre. Ils devaient frapper plus fort, et plus vite. L'enquête changea alors de dimension. Hélène Roche comprit que pour faire tomber Dubois, il fallait démanteler l'ensemble de son réseau. Le carnet D, Élie Lefebvre devint sa feuille de route. Elle lança une série de réquisitions judiciaires, plongeant dans les archives poussiéreuses de la mairie et du cadastre, exhumant les délibérations du conseil municipal et les registres de propriété de 1980 à 1985. Ce N était plus seulement le meurtre d'un gardien de cimetière qu'elle investiguait, mais une conspiration de corruption à grande échelle. Chaque nom, chaque parcelle mentionnée dans le carnet, était une piste potentielle, un fil à tirer pour défaire la toile tissée par Dubois 30 ans plus tôt. Le village de Verdoux-sur-Ciel, sous son apparence paisible, se révélait être un labyrinthe de transactions frauduleuses et de pactes silencieux. Parmi les initiales du carnet, l'une retint particulièrement leur attention, M.B. En croisant les informations avec les archives municipales, Daniel et la capitaine Roche identifièrent Michel Bernard, un ancien conseiller municipal de l'Aisle, époque, réputé pour avoir été l'un des plus proches alliés de Dubois avant de quitter la région subitement à la fin des années 80. Une recherche rapide révéla qu'il vivait désormais dans une maison de retraite médicalisée à une centaine de kilomètres de là, atteint d'une grave maladie pulmonaire. Il était un maillon faible, un homme en fin de vie potentiellement rongé par le remords. Pour Hélène Roche, C était une opportunité à ne pas manquer. Pour Daniel, C était la chance d'entendre la vérité de la bouche d'un des complices, une perspective aussi terrifiante que nécessaire. La rencontre avec Michel Bernard fut un moment suspendu dans le temps. L'homme, frêle et relié à un concentrateur d'oxygène, les reçut dans la lumière blafarde de sa petite chambre. Au début il se mura dans le déni, sa voix un murmure rauque, ses yeux fuyant le regard insistant de Daniel. Mais quand Daniel cessa de parler de l'enquête et commença à évoquer son père, Élie, l'homme simple et droit qui aimait son travail plus que tout, une fissure apparut dans l'armure du vieil homme. Les larmes se mirent à couler sur ses joues parcheminées. Dans un souffle, il avoua. Il raconta le système de pot de vin, la manipulation du PLU, la pression exercée par Dubois. Il confirma que la nuit de la tempête, Élie devait rencontrer un journaliste pour tout révéler. Le témoignage de Bernard fut un torrent de révélations qui dépassait toutes leurs espérances. Il décrivit avec une précision macabre le rôle de chacun. Dubois était le cerveau, l'architecte de la fraude. Lui et d'autres conseillers étaient les facilitateurs, votant les reclassements en échange d'enveloppes d'argent liquide ou de terrain pour leur propre famille. Et Julien Garnier, le gendarme, était le bras armé. Il assurait la sécurité de leurs transactions secrètes, qui avaient souvent lieu la nuit, dans le cimetière, un lieu à l'abri des regards indiscrets. Garnier fermait les yeux, faisait disparaître des plaintes gênantes, et, surtout, tenait la population à distance par la peur. Le meurtre d'Élie N était pas un acte isolé, mais la conclusion logique et brutale d'un système qui ne pouvait tolérer aucune faille. Avec ces nouvelles informations, l'attention se porta sur Julien Garnier. La capitaine Roche examina de près son dossier de service de novembre 1984. Elle y trouva une incohérence qui avait échappé à tout le monde pendant des décennies. Le rapport officiel de Garnier pour la nuit de la tempête indiquait une patrouille de surveillance le long de la rivière en crue, justifiant sa présence à l'extérieur. Cependant, le carnet de bord de son véhicule de service, qu'elle retrouva au fond d'une boîte d'archives, montrait un kilométrage anormalement élevé pour le trajet déclaré. Plus troublant encore, une note de frais pour un nettoyage complet du véhicule avait été déposée le lendemain, pour excès de boue. Une boue qui ne correspondait pas aux rives caillouteuses de la rivière, mais bien à la terre argileuse du cimetière. La nouvelle qu'un témoin clé avait parlé, et que l'enquête se resserrait, se répandit comme un poison dans les veines du village. La façade de tranquillité se fissura, révélant une anxiété palpable. Les regards autrefois compatissants posés sur Daniel, se firent fuyants, voire hostiles. Ceux qui avaient profité du système Dubois, qui avaient bâti leur maison sur un terrain obtenu frauduleusement, commencèrent à craindre pour leur confort. Le pacte de silence, ciment de la communauté pendant 30 ans, se transformait en un pacte de méfiance. Daniel sentit le changement. Il était plus seulement le fils du disparu,
il était devenu le catalyseur d'un séisme qui menaçait de faire s'effondrer les fondations mêmes de Verdoux-sur-Ciel. Une nuit, une brique fracassa la fenêtre de son salon, un message anonyme mais explicite. Richard Dubois, sentant le piège se refermer, lança sa contre-offensive. Il utilisa son vaste réseau d'influence, contactant des journalistes locaux et des politiciens régionaux, pour discréditer l'enquête. Des articles commencèrent à paraître, dépeignant la capitaine Roche comme une arriviste ambitieuse cherchant à se faire un nom sur une vieille tragédie, et Daniel comme un fils instable, obsédé par le passé au point d'inventer des complots. Dubois se positionnait en victime, le bienfaiteur du village sali par des rumeurs infondées. Était une stratégie perverse mais efficace, visant à isoler Daniel et Hélène, à les faire passer pour des fous aux yeux de l'opinion publique et de leur hiérarchie, espérant ainsi que l'enquête soit étouffée par des pressions politiques. Épuisé par la tension et le manque de sommeil, Daniel cherchait un refuge dans les souvenirs matériels de son père. Un après-midi, il décida de ranger le vieil abri de jardin au fond de sa propriété, un endroit qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Au milieu des outils rouillés et des sacs de terreau pétrifiés, son regard fut attiré par une petite caisse en bois cachée sous un établi. À l'intérieur, parmi de vieilles factures et des manuels de jardinage, il trouva une simple cassette audio. Elle, étiquette, écrite de la main reconnaissable de son père, portait une inscription qui fit s'arrêter son cœur. Entretien Monsieur Bernard, 28 octobre 84. Son père n'avait pas seulement pris des notes, il avait un enregistrement. La découverte de cette cassette changea radicalement la nature du jeu. Ce N était plus la parole d'un mort contre celle d'hommes puissants. C était une voix du passé, une preuve potentiellement irréfutable, capable de corroborer le témoignage de Michel Bernard, et de faire imploser la défense de Dubois et Garnier. Le risque était désormais absolu. Cette petite bande magnétique était l'arme ultime, le smoking gun, que la capitaine Roche attendait. Mais sa possession faisait également de Daniel la cible numéro 1. Il ne détenait plus seulement la clé de la vérité sur la mort de son père. Il tenait entre ses mains le détonateur qui pouvait anéantir 30 ans de mensonges. Et ceux qui les avaient bâtis feraient absolument tout pour l'empêcher de l'actionner. La cassette audio était froide et dense dans la main de Daniel, un petit rectangle de plastique noir, qui contenait le poids de 30 ans de mensonges. Il sentait que Lou, écouté dans la solitude de sa maison, serait une trahison. Cette histoire avait commencé dans le cimetière et devait trouver sa conclusion au même endroit. Poussé par une force irrépressible, il quitta la sécurité de son foyer, la précieuse cassette serrée dans sa poche. Il devait retourner à la loge du gardien, le petit bureau en pierre, où son père avait passé tant d'heures, l'endroit même où il avait probablement enregistré cette confession fatale. Était un pèlerinage, un acte rituel pour boucler la boucle. En marchant dans les rues désertes de Verdoux-sur-Ciel, sous un ciel sans étoiles, il sentait les regards des maisons endormies sur lui, comme si le village tout entier retenait son souffle, attendant le verdict. La grille du cimetière grinça sous sa poussée. Un son lugubre qui résonna dans la nuit comme le gémissement d'une âme en peine. L'atmosphère du lieu avait changé. Ce N était plus le sanctuaire paisible qu'il avait entretenu toute sa vie, mais un théâtre d'ombres menaçantes. Chaque stèle projetait une silhouette déformée, chaque coup de vent dans les cyprès ressemblait à un murmure d'avertissement. La peur, une peur froide et primitive, s'insinua dans ses veines. Hélène était plus seule ici. Il sentait la présence de son père, mais aussi celle, malveillante, de ses assassins. Il pressa le pas vers la petite loge, la clé tremblant dans sa main, alors qu'il l'insérait dans la serrure. L'air à l'intérieur était stagnant, chargé de l'odeur de vieux papier et de terre, le parfum même de la mémoire de son père. Dans un tiroir du vieux bureau en chêne, il trouva ce qu'il cherchait. Un petit lecteur de cassettes portable, un modèle des années 80, couvert de poussière mais encore fonctionnel. Ses mains étaient moites, maladroites. Le cliquetis du compartiment cassette qui s'ouvrait fut d'une violence inouïe dans le silence absolu. Il inséra la bande magnétique avec une précaution quasi religieuse. Son doigt survola la touche « Play », hésitant une dernière seconde. Appuyer sur ce bouton, C, était convoquer les fantômes, C, était donner une voix à la vérité, et rendre le verdict final. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et enfonça la touche. Un léger sifflement, le bruit de la bande qui défile, puis le silence. Un silence assourdissant, tendu à l'extrême, qui dura une éternité. Puis, une voix éleva craquelante, déformée par le temps et la peur. C, était la voix de Michel Bernard, mais plus jeune, plus aiguë, brisée par la nervosité. Ils ne me laisseront jamais parler, Élie. Dubois est capable de tout. Les mots, prononcés près de 30 ans plus tôt,
frappèrent Daniel avec la force d'un coup de poing. Bernard décrivait le système, les enveloppes échangées ici même, dans le cimetière, la manipulation des votes au conseil municipal, le rôle de Garnier pour assurer que personne ne pose de questions. Était une confession complète, détaillée, un inventaire de la corruption qui avait gangrené le village. Daniel écoutait, le souffle coupé, chaque mot confirmant les notes du carnet, chaque intonation de peur prouvant la terreur que Dubois inspirait déjà à l'hâte, époque. Soudain une autre voix se fit entendre, une voix calme, profonde, posée, la voix de son père. « Raconte-moi tout depuis le début, Michel. La vérité doit être dite. » En entendant cette voix, le barrage émotionnel que Daniel avait construit pendant des décennies céda. Des larmes brûlantes inondèrent ses joues. Ce N était plus un enregistrement, était une résurrection. Pendant quelques secondes magiques et déchirantes, son père était là, avec lui, dans cette petite pièce sombre, menant son dernier combat pour la justice. Il pouvait presque sentir l'odeur de son tabac à pipe, voir sa silhouette rassurante, assise à ce même bureau. La douleur de l'absence et la fierté pour le courage de cet homme se mêlèrent en une vague dévastatrice, qui le laissa pantelant, agrippé au petit magnétophone, comme à une bouée de sauvetage. Un bruit sec à l'extérieur le ramena brutalement à la réalité. Le crissement de pneus sur le gravier, suivi du claquement lourd de 2 portières de voiture. Son sang se glaça. Il arrêta la lecture, le silence retombant comme un linceul. Ils étaient là. Il l'avait suivi. La peur panique le saisit, mais elle fut rapidement supplantée par une colère froide. Il se leva, le lecteur de cassette à la main, et se tourna vers la porte juste au moment où celle-ci s'ouvrait à la volée. Richard Dubois et Julien Garnier se tenaient sur le seuil, leurs silhouettes massives se découpant dans la faible lueur de la lune. Leur visage n'avait plus rien de familier. Le masque du notable respecté et du retraité affable était tombé, révélant les traits durs et impitoyables de prédateurs acculés. « Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient, Daniel, » dit Dubois sa voix basse et dépourvue de toute chaleur. Ce N était pas une question mais un ordre. Garnier, silencieux, fit un pas à l'intérieur, ses yeux de fouine fixés sur le magnétophone dans la main de Daniel. L'air devint irrespirable, saturé d'une menace physique imminente. Daniel sentit son cœur battre à tout rompre contre ses côtes, mais il tint bon. Il regarda Dubois droit dans les yeux, voyant pour la première fois non pas l'ancien maire, mais le meurtrier de son père. Dans ce regard, il puisa une force qu'il ne se connaissait pas, une détermination forgée par 28 ans de deuil et d'incertitude. Il ne reculerait pas. Pas maintenant. Pas ici. Tout est fini, Dubois, répondit Daniel, sa propre voix étonnamment stable. J'ai tout entendu. Tout le monde saura ce que vous avez fait. Ce que vous lui avez fait. Pour toute réponse, Dubois fit un signe de tête, presque imperceptible à Garnier. Ce fut le signal. L'ancien gendarme se jeta en avant avec une rapidité surprenante pour son âge. Daniel eut à peine le temps de faire un pas en arrière. Le choc fut brutal. Il fut projeté contre le bureau, le bois ancien craquant sous l'impact. Le magnétophone lui échappa des mains et glissa sur le sol en pierre. La lutte commença, sauvage, désespérée. Était une lutte pour un petit objet en plastique, mais les enjeux étaient la vie, la mort, et la mémoire d'un homme juste. La violence éclata dans l'espace confiné de la loge. Garnier, utilisant sa force brute, tentait d'immobiliser Daniel, tandis que Dubois, le visage tordu par une rage froide, cherchait frénétiquement le lecteur de cassette à 4 pattes sur le sol. Daniel se débattait avec l'aile, énergie du désespoir, ses coups portant peu d'effet contre la masse de l'ancien gendarme. La lutte les entraîna hors de la loge, sur le gravier de l'allée principale, sous le regard impassible des anges de pierre. Daniel sentit une douleur fulgurante à la tempe alors que sa tête heurtait une stèle. Sa vision se brouilla. Il vit Garnier lever un lourd morceau de pierre, prêt à l'abattre, le même geste, peut-être, qui avait tué son père 30 ans plus tôt. Il se sentait glisser, la conscience l'abandonnant, quand une lumière aveuglante inonda la scène. Un faisceau puissant, suivi d'un cri qui déchira la nuit. « Gendarmerie ! Ne bougez plus !» Plusieurs silhouettes armées émergèrent des ténèbres, encerclant les 2 agresseurs. La capitaine Hélène Roche se tenait au premier plan, son arme de service pointée fermement sur Garnier, son visage une expression de détermination glaciale. Elle n'avait jamais cessé de surveiller Dubois. L'ultimatum de l'ancien maire avait été une provocation de trop, et elle avait anticipé qu'il tenterait un acte désespéré. Son intuition venait de sauver la vie de Daniel. Le temps sembla se suspendre,
Garnier laissa tomber la pierre dans un bruit sourd. Dubois se figea, son visage se décomposant, alors qu'il comprenait que la partie était terminée, que sa longue impunité venait de voler en éclats. Le silence qui suivit fut seulement brisé par le cliquetis métallique des menottes se refermant sur les poignets de l'ancien maire et de son complice. Daniel, à demi conscient, gisait sur le sol froid, sa main toujours crispée sur le petit lecteur de cassette qu'il avait réussi à récupérer dans la mêlée. Il sentait le gravier sous sa joue, l'odeur de la terre humide, la même terre qui avait gardé le secret de son père pendant si longtemps. Épuisé, meurtri, mais vivant, il tourna lentement la tête vers la tombe fraîchement marquée de son père, non loin de là. Une paix étrange et profonde commença à l'envahir, une paix qu'il n'avait pas connue depuis son enfance. Les fantômes du cimetière de Verdoux-sur-Ciel pouvaient enfin se reposer. La voix de son père ne résonnerait plus seulement sur une vieille bande magnétique, mais dans les salles d'un tribunal. La vérité, si longtemps enterrée, venait enfin de voir le jour, non pas par un murmure, mais par un cri de justice qui avait résonné dans la nuit. Le combat était terminé. Allongé sur le sol du cimetière, qui avait été à la fois sa prison et son héritage, Daniel Lefebvre regarda les gyrophares bleus, balayer les visages des statues et les troncs des cyprès. Le chaos s'apaisait, remplacé par l'efficacité calme et ordonnée de la justice. Il vit Dubois et Garnier être emmenés, deux vieillards soudainement fragiles et déchus, leur décennie de pouvoir s'effondrant en l'espace de quelques minutes. Le poids qui avait pesé sur ses épaules depuis elle, âge de 12 ans, commençait enfin à se dissiper, remplacé par une clarté douloureuse mais libératrice. Il avait tenu la promesse silencieuse faite à son père. Il avait forcé la tombe, ouvert la boîte, et fait parler le silence. Le procès de Richard Dubois et Julien Garnier fut, événement le plus marquant de l'histoire récente de Verdoux-sur-Ciel, un drame judiciaire qui mit à nu 30 années de mensonges. La salle d'audience du tribunal de grande instance était comble chaque jour, emplie des visages familiers du village, venus assister à la chute de ceux qu'ils avaient autrefois respectés ou craints. Dubois, dans son costume impeccable, tenta de conserver une façade d'arrogance, mais son regard trahissait une panique grandissante. À ses côtés, Garnier semblait être ratatiné, un homme brisé par le poids de ses actes. Face à eux, Daniel Lefebvre, assis au premier rang, était un monument de calme et de détermination. Il était pas là pour la vengeance, mais pour la mémoire. Il était la voix silencieuse de son père, attendant que la justice, si longtemps différée, soit enfin rendue. La pièce maîtresse de l'accusation fut, sans conteste, la cassette audio. Lorsque la voix d'Élie Lefebvre, calme et posée, puis celle, tremblante et effrayée, de Michel Bernard, résonnèrent dans le silence religieux du tribunal, un frisson parcourut l'assemblée. Était plus qu'une preuve, était une résurrection. La voix d'un homme juste, enregistrée quelques jours avant sa mort, venait accuser ses meurtriers depuis l'au-delà. La capitaine Hélène Roche présenta ensuite, avec une précision clinique, l'ensemble des preuves accumulées. Le carnet noir qui détaillait la corruption systémique, les expertises cadastrales confirmant la fraude sur le plan local d'urbanisme, et le témoignage poignant de Marthe, qui décrivit la présence des deux accusés au cimetière la nuit du crime. Étau se resserrait, chaque pièce du puzzle trouvant sa place pour former une image accablante de préméditation et de cupidité. La défense tenta de dépeindre Élie Lefebvre comme un homme instable, obsédé par des théories du complot, et Daniel, comme un fils, cherchant à salir la réputation d'un bienfaiteur du village. Ils arguèrent que la cassette était un montage, que le témoignage de Marthe était celui d'une femme âgée et confuse. Mais leur argumentation s'effondra, face à la cohérence implacable des preuves matérielles. L'analyse scientifique de la Terre retrouvée dans l'ancien véhicule de service de Garnier confirma qu'elle provenait bien de la zone reculée du cimetière, où la tombe clandestine avait été creusée. Confronté à cette preuve irréfutable, Julien Garnier finit par craquer. Dans un flot de larmes et de confessions confuses, il admit sa participation, décrivant la scène macabre, où Dubois avait frappé Élie à la tête avec une pierre lors d'une violente dispute. Le verdict tomba comme un couperet. Richard Dubois et Julien Garnier furent reconnus coupables d'assassinat avec préméditation, et de corruption en bande organisée. Ils furent tous deux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans pour Dubois, désigné comme le cerveau et l'instigateur du crime. Au moment de l'énoncé de la sentence, un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience, bientôt rompu par les sanglots étouffés de certaines familles. Pour Daniel, ce ne fut pas un moment de joie, mais de soulagement profond et solennel. La vérité avait enfin un nom, une date, et une condamnation. La longue attente de 28 ans était terminée.
le fantôme de son père pouvait enfin trouver le repos, et lui, commencer à vivre. Les conséquences pour Verdoux-sur-Ciel furent sismiques. La chute de Dubois entraîna celle de tout le système qu'il avait mis en place. L'enquête sur la corruption est élargie, impliquant plusieurs anciens membres du conseil municipal et des entrepreneurs locaux. Le village, dont la prospérité reposait sur des fondations criminelles, dut faire face à une douloureuse introspection. Les familles qui avaient bénéficié du système se retrouvèrent ostracisées, les fortunes bâties sur la fraude furent remises en question. Le nom de Dubois, autrefois synonyme de progrès, devint celui de la honte. Verdoux-sur-Ciel perdit son innocence, mais gagna en échange une chance de se reconstruire sur des bases plus saines, une reconstruction lente et pénible, mais nécessaire pour guérir les blessures du passé. Daniel, lui, entama sa propre reconstruction. Le procès l'avait vidé mais il l'avait aussi libéré. Il pouvait enfin pleurer son père, non pas comme une énigme non résolue, mais comme un héros dont le sacrifice avait finalement eu un sens. Il organisa de nouvelles funérailles pour Élie. La cérémonie fut simple, intime, loin du tumulte médiatique. Seuls quelques proches étaient présents. Marthe, qui avait trouvé le courage de parler, et la capitaine Roche, devenue une alliée inattendue. Sur la nouvelle pierre tombale, sobre et digne, on pouvait lire « Élie Lefebvre, 1945 à 1984, un homme juste ». Daniel y déposa un simple ruban jaune, le symbole de leur lien indestructible, un dernier adieu qui était aussi un nouveau commencement pour lui. L'enquête permit également de lever le voile sur le rôle de Joseph Morin, l'homme dont l'exhumation avait tout déclenché. C. était un petit malfrat, utilisé par Garnier à L. époque pour des basses besognes. Rongé par la culpabilité, et atteint d'une maladie incurable, il avait vu dans sa propre mort une dernière chance de rédemption. Il avait confié la clé et l'histoire à son neveu, sans tout lui dire, lui demandant simplement de s'assurer que l'objet serait placé dans son cercueil. Il avait parié sur le fait que le destin, ou la routine administrative, finirait par provoquer une exhumation, et que la clé parviendrait à la seule personne capable de comprendre son message. Le fils du gardien. Son acte désespéré avait été la première pierre qui fit écrouler l'édifice du mensonge. Après le procès, Daniel prit une décision qui surprit tout le monde. Il resta à Verdoux-sur-Ciel. Il conserva son poste de gardien du cimetière. Mais le lieu N était plus sa prison. Il était devenu son sanctuaire, un endroit qu'il avait reconquis et purifié. Marcher dans les allées N était plus une errance douloureuse parmi les fantômes, mais une promenade sereine au milieu des mémoires. Il était le gardien de l'histoire du village, y compris de ses chapitres les plus sombres. Il avait accepté son héritage, non plus comme un fardeau, mais comme une responsabilité, celle de veiller à ce que la vérité, si chèrement acquise, ne soit plus jamais enterrée. La chapelle Saint-Michel, longtemps restée le symbole de l'oubli, fut restaurée par des bénévoles du village, un acte symbolique de réparation collective. On y installa une petite plaque commémorative en l'honneur d'Élie Lefebvre, rappelant son courage et son intégrité. Le lieu devint un espace de recueillement et de mémoire, un rappel permanent que le silence peut tuer, mais que la vérité, même enfouie sous des décennies de terre et de peur, finit toujours par refaire surface. Pour les habitants de Verdoux-sur-Ciel, ce fut une leçon apprise dans la douleur, une cicatrice qui marquerait à jamais l'âme de leur communauté. La vie de Daniel retrouva une routine, mais une routine apaisée. Il continuait d'entretenir les tombes avec le même soin méticuleux, mais son regard avait changé. La tristesse qu'il habitait avait laissé place à une gravité tranquille. Il parlait un peu plus, souriait parfois. Il avait renoué des liens avec les villageois, ceux du moins qui avaient eu le courage d'affronter la vérité avec lui. Hélène était plus seulement le fils du disparu. Il était Daniel Lefebvre, l'homme qui avait osé déterrer le passé pour offrir un avenir à son village. Et surtout, à lui-même. La quête de justice pour son père était devenue, sans qu'il s'en rende compte, sa propre quête de libération. Le carnet noir de son père, après avoir servi de preuve au procès, lui fut restitué. Il ne le détruisit pas. Il le conserva précieusement, non pas comme une relique macabre, mais comme le témoignage du combat d'un homme ordinaire contre la corruption. Était l'héritage le plus précieux de son père, non pas un poste de gardien, mais une leçon de courage. Parfois, le soir il le feuilletait, relisant écriture soignée de son père, et il comprenait que la plus grande victoire n'était pas la condamnation des coupables, mais le fait que l'histoire d'Élie soit enfin connue et honorée. Le temps passa, Verdoux-sur-Ciel commença lentement à guérir, une nouvelle municipalité fut élue, avec la promesse de transparence et d'intégrité. La confiance, si longtemps brisée, se reconstruisait pas à pas.
L'affaire Lefebvre devint une légende locale, une histoire que les anciens racontaient aux plus jeunes, pour leur enseigner la valeur de la vérité et le danger du silence complice. Le nom d'Élie Lefebvre, autrefois murmuré avec gêne, était désormais prononcé avec respect. Son histoire était devenue partie intégrante de l'identité du village, un rappel que même dans les lieux les plus paisibles, la vigilance est le prix de la justice. Un soir d'automne, alors que le soleil couchant jetait une lumière dorée sur les pierres tombales, Daniel ferma les lourdes grilles du cimetière. Le grincement familier ne sonnait plus comme une complainte, mais comme une note finale et apaisée. Il leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à poindre. Pour la première fois depuis 28 ans, le silence du cimetière N était plus oppressant, il était empli de paix. La paix des morts qui reposaient enfin en toute quiétude, et la paix d'un fils qui avait trouvé sa place, non plus dans l'ombre d'une disparition, mais dans la lumière d'une vérité restaurée. La clé avait ouvert bien plus qu'une tombe, elle avait ouvert la porte de sa propre vie. Le cimetière de Verdoux-sur-Ciel N était plus une cage de silence pour Daniel Lefebvre. C était devenu un jardin, un lieu, où chaque pierre, chaque arbre, chaque allée, racontait une histoire désormais complète. En fermant les lourdes grilles chaque soir, il ne scellait plus un passé douloureux, il protégeait un sanctuaire de mémoire restaurée. Le poids de l'inconnu qui avait courbé ses épaules pendant 28 ans avait été remplacé par la légèreté d'une paix chèrement acquise. Il marchait parmi les tombes non plus comme un fantôme hanté par un autre, mais comme un gardien serein, le dépositaire d'une vérité qui avait finalement trouvé sa juste place. Le silence qui régnait désormais entre les cyprès N était plus celui de la peur et du secret, mais celui du respect. Un hommage silencieux à un homme qui avait sacrifié sa vie pour l'intégrité, et à un fils qui avait risqué la sienne pour l'honorer. L'héritage d'Élie Lefebvre fut réécrit, non dans les registres poussiéreux, mais dans la conscience collective du village. Son nom, autrefois un murmure gêné, était maintenant prononcé avec une fierté mêlée de remords. La petite plaque installée dans la chapelle Saint-Michel, enfin restaurée, était devenue un lieu de pèlerinage discret pour les habitants. On y lisait sobrement son nom et les dates de sa vie, mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, ces simples inscriptions évoquaient un courage extraordinaire. L'histoire du gardien assassiné était devenue une parabole locale, un récit transmis aux nouvelles générations sur le coût du silence et la valeur de la vérité. Élie N était plus le disparu de la tempête. Il était le phare de Verdoux-sur-Ciel, celui dont la lumière, même éteinte brutalement, avait fini par guider le village hors des ténèbres du mensonge. Verdoux-sur-Ciel dut apprendre à vivre avec ses cicatrices. La chute de Richard Dubois avait provoqué un séisme social, révélant les fondations corrompues sur lesquelles la prospérité de toute une génération avait été bâtie. Le village se divisa entre ceux qui se sentaient trahis par l'homme qu'ils avaient admiré, et ceux qui, ayant profité du système, préféraient s'accrocher au déni. La guérison fut lente, douloureuse, marquée par des règlements de comptes et des amitiés brisées. Mais de ce chaos émergea une volonté nouvelle, celle de reconstruire la communauté sur des bases plus saines, plus transparentes. Le village perdit peut-être l'illusion de sa perfection, mais il gagna en humilité et en authenticité, apprenant que la véritable force d'une communauté ne réside pas dans les secrets qu'elle garde, mais dans les vérités qu'elle a le courage d'affronter. Cette histoire est un rappel implacable, que le temps n'enterre rien, il ne fait que patienter. Un secret enfoui sous la terre pendant près de 3 décennies, peut sembler mort et inoffensif, mais il continue de vivre, de respirer, attendant le bon moment pour refaire surface. La clé en fer forgé N était pas un simple objet, C était le catalyseur, la preuve que le passé possède sa propre volonté, sa propre horloge. Elle a démontré qu'un mensonge, aussi puissant et bien protégé soit-il, reste fondamentalement fragile. Il ne tient que, à un fil, ou dans ce cas, à un ruban jaune délavé, pour que tout l'édifice s'effondre. La vérité n'a pas besoin de force pour triompher, elle a seulement besoin de persévérance, et d'une seule personne prête à tourner la clé dans la serrure, quel qu'en soit le prix. Le courage, comme la peur, est contagieux. Le choix de Daniel d'affronter le passé, inspira d'autres à briser leur propre chaîne. Marthe, libérée du fardeau qui avait empoisonné sa vie, passa ses dernières années à raconter son histoire, devenant la gardienne orale de la mémoire du village. La capitaine Hélène Roche, l'étrangère qui avait refusé de se laisser intimider par l'omerta locale, laissa une empreinte indélébile, rappelant à tous que la justice ne connaît ni frontières ni loyauté locale. Même le geste posthume de Joseph Morin, cet homme de main rongé par le remords fut une leçon, il n'est jamais trop tard pour faire un pas vers la lumière,
même si ce pas est le dernier. Chacun à leur manière, ils ont prouvé qu'une seule voix, un seul acte de courage, peut suffire à déclencher une avalanche de vérité. Pour Daniel, la fin de l'enquête marqua le début de sa propre vie. Libéré du rôle de fils en deuil qui lui avait été assigné par la tragédie, il put enfin se définir par ses propres choix. Il resta à Verdoux-sur-Ciel, non par devoir, mais par amour pour cette terre qui était la sienne, avec ses beautés et ses laideurs. Il devint plus qu'un gardien de cimetière. Il devint un pilier silencieux de la nouvelle communauté, un homme dont la simple présence rappelait à tous le chemin parcouru. Il ne chercha ni la gloire ni la reconnaissance. Sa récompense était plus simple, plus profonde. La capacité de regarder l'avenir sans voir l'ombre du passé, se profiler à l'horizon. Il avait rendu à son père sa tombe, et ce faisant, il avait reconquis son propre droit à l'existence. Le petit ruban jaune, ce symbole si intime, prit une signification universelle. Il représentait la force des liens qui transcendent la mort, la promesse silencieuse d'un fils à son père. Dans un monde où le pouvoir et l'argent semblaient tout diriger, ce modeste morceau de tissu prouvait que les valeurs les plus simples, l'amour filial, l'honnêteté, le souvenir, possédaient une puissance bien supérieure. Ce N n'était pas la complexité d'un complot qui avait été vaincu, mais la simplicité d'une signature personnelle qui avait triomphé. Le ruban jaune est devenu le symbole de la victoire de la mémoire sur l'oubli. Un rappel que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas celles que l'on enterre pour les cacher, mais celles que l'on transmet pour qu'elles continuent de vivre. L'histoire de Verdoux-sur-Ciel est celle d'une vérité qui a refusé de mourir, exhumée par une clé et la détermination d'un fils. Elle nous rappelle que derrière chaque façade paisible, derrière chaque communauté soudée, peuvent se cacher des secrets qui attendent simplement leur heure pour être révélés. Combien de villages, comme celui-ci existent, bâtis sur des tombes anonymes et des pactes de silence. Si ce récit vous a touché, partagez-le pour que la mémoire d'hommes, comme Élie Lefebvre, ne soit jamais oubliée. Et n'oubliez pas de vous abonner, car des histoires comme celle-ci, il en existe partout. Et ce N était que le commencement de quelque chose de bien plus grand. Car au bout du compte, une clé n'a pas seulement ouvert une tombe oubliée. Elle a rouvert les yeux d'une communauté aveuglée, libéré Liel, âme d'un fils emprisonné, et prouvé une vérité éternelle. Pour véritablement honorer les morts et permettre aux vivants de trouver la paix, il faut parfois avoir le courage de déterrer les fantômes.